Cette nouvelle analyse jusqu'à la fin du XVIIIe siècle se loge dans la recherche des valeurs représentatives du langage. C'est encore du discours qu'il s'agit, mais déjà apparaît à travers le système des flexions, la dimension du grammatical pur. Le langage n'est plus constitué seulement de représentations et de sons qui, à leur tour, les représentants et s'ordonnant entre eux comme l'exigeant les liens de la pensée. Il est de plus constitué d'éléments formels, groupés en systèmes, et qui imposant aux sons, aux syllabes, aux racines, un régime qui n'est pas celui de la représentation. On ainsi introduit dans l'analyse du langage un élément qui lui est irréductible, comme on introduit le travail dans l'analyse de l'échange ou l'organisation dans celle des caractères. À titre de conséquence première, on peut noter l'apparition à la fin du XVIIIe siècle d'une phonétique qui n'est plus recherche des premières valeurs expressives, mais analyse des sons, de leur rapport et de leur transformation possible, les uns dans les autres. Hillwag, en 1781, définit le triangle vocalique. On peut noter aussi l'apparition des premières esquisses de grammaire comparée. On ne prend plus comme objet de comparaison dans les divers langues le couple formé par un groupe de lettres et par un sens, mais des ensembles de modifications à valeur grammaticale, conjugation, déclinaison et affixation. Les langues sont confrontées non plus par ce que désignant les mots, mais par ce qui les lie les unes aux autres. Elles vont communiquer maintenant, non par l'intermédiaire de cette pensée anonyme et générale qu'elles ont à représenter, mais directement de l'une à l'autre. Grâce à ces minces instruments d'apparence si fragiles, mais si constantes, si irréductibles, qui disposant les mots les uns par rapport aux autres, comme le disait Monboddo, le mécanisme des langues étant moins arbitraire et mieux réglé que la prononciation des mots, nous y trouvons un excellent critérium pour déterminer l'affinité des langues entre elles. C'est pourquoi, quand nous voyons deux langues
employer de la même manière ces grands procédés du langage. La dérivation, la composition, l'inflexion. Nous pouvons en conclure que l'une dérive de l'autre ou qu'elles sont toutes deux des dialectes d'une même langue primitive. Tant que la langue avait été définie comme discours, elle ne pouvait avoir d'autre histoire que celle de ses représentations, les idées, les choses, les connaissances, les sentiments venaient-ils à changer? Alors et seulement la langue se modifiait dans l'exacte proportion de ces changements. Mais il y a désormais un mécanisme intérieur des langues qui détermine non seulement l'individualité de chacune, mais ses ressemblances aussi avec les autres. Celui qui, porteur d'identité et de différence, signe de voisinage, marque de la parenté, va devenir support de l'histoire. Par lui, l'historicité pourra s'introduire dans l'épaisseur de la parole elle-même. Part 5. Idéologie et critique. Dans la grammaire générale, dans l'histoire naturelle, dans l'analyse des richesses, il s'est donc produit vers les dernières années du XVIIIe siècle un événement qui est partout de même type. Les signes dont les représentations étaient affectées, l'analyse des identités et des différences qui pouvaient alors s'établir. Le tableau à la fois continu et articulé qu'on instaurait dans le foisonnement des similitudes. L'ordre défini parmi les multiplicités empiriques. Ne pouvant plus désormais se fonder sur le seul redoublement de la représentation par rapport à elle-même. À partir de cet événement, ce qui valorise les objets du désir, ce ne sont plus seulement les autres objets que le désir peut sa représenter, mais un élément irréductible à cette représentation. Le travail, ce qui permet de caractériser un être naturel. Ce ne sont plus les éléments qu'on peut analyser sur les représentations qu'on se fait de lui et des autres. C'est un certain rapport intérieur à cet être et qu'on appelle son organisation. Ce qui permet de définir une langue, ce n'est pas la manière dont elle représente les représentations, mais une certaine architecture
interne, une certaine manière de modifier les mots eux-mêmes selon la posture grammaticale qu'ils occupent les unes par rapport aux autres. C'est son système flexionnel. Dans tous les cas, le rapport de la représentation à elle-même et les relations d'ordre qu'il permet de déterminer hors de toute mesure quantitative. Passons maintenant par des conditions extérieures à la représentation elle-même dans son actualité. Pour lier la représentation d'un sens avec celle d'un mot, il faut se référer et avoir recours aux lois purement grammaticales d'un langage qui, hors de tout pouvoir de représenter les représentations, est soumise au système rigoureux de ces modifications phonétiques et de ces subordinations synthétiques. À l'âge classique, les langues avaient une grammaire parce qu'elles avaient une puissance de représenter. Maintenant, elles représentent à partir de cette grammaire qui est pour elles comme un inverse historique. Un volume intérieur est nécessaire dont les valeurs représentatives ne sont plus que la face externe, scintillant et visible. Pour lier dans un caractère défini une structure partielle et la visibilité d'ensemble d'un être vivant, il faut maintenant se référer aux lois purement biologiques qui, hors de toutes les marques signalétiques, et comme on retrait par rapport à elles, organisant les rapports entre fonctions et organes, les êtres vivants ne définissant plus leur ressemblance, leurs affinités et leur famille à partir de leur descriptibilité déployée. Ils sont des caractères que le langage peut parcourir et définir parce qu'ils ont une structure qui est comme l'envers sombre, volumineux et intérieur de leur visibilité. C'est à la surface claire et discursive de cette masse secrète mais souveraine que le caractère émergent sort de dépôt extérieur à la périphérie d'organismes maintenant noués sur eux-mêmes. Enfin, lorsqu'il s'agit de lier la représentation d'un objet de besoin à tous ceux qui peuvent figurer en face de lui dans l'acte de l'échange, il faut avoir recours à la forme et la quantité d'un travail qui en déterminant la valeur. Ce qui hiérarchise
les choses dans les mouvements continus du marché. Ce ne sont pas les autres objets ni les autres besoins. C'est l'activité qui les a produits et qui, silencieusement, s'est déposée en elle. Ce sont les journées et les heures nécessaires à les fabriquer, à les extraire ou à les transporter qui constituent leur pesanteur propre, leur solidité marchande, leur loi intérieure et par là ce qu'on peut appeler leur prix réel. À partir de ce noyau essentiel, les échanges pourront s'accomplir et les prix de marché, après avoir oscillé, trouveront leur point fixe. Cet événement un peu énigmatique, cet événement dans dessous qui vers la fin du XVIIIe siècle s'est produit dans ces trois domaines. Les soumettant d'une surtraite à une même rupture. On peut donc maintenant l'assigner dans l'unité qui fonde ces formes diverses. Cette unité envoie combien il serait superficiel de chercher du côté d'un progrès dans la rationalité ou de la découverte d'un thème culturel nouveau. Dans les dernières années du XVIIIe siècle, on n'a pas fait entrer les phénomènes complexes de la biologie ou de l'histoire des langues ou de la production industrielle dans des formes d'analyse rationnelle auxquelles jusqu'alors elles étaient demeurées étrangères. On ne s'est pas mis non plus sous l'influence dont ne sait quel romantisme naissant à s'intéresser soudain aux figures complexes de la vie, de l'histoire et de la société. On ne s'est pas détaché sous l'instance de ces problèmes d'un rationalisme soumis au modèle de la mécanique, aux règles, l'analyse et aux lois de l'entendement. Ou plutôt tout ceci s'est bien produit, mais comme mouvement de surface, altération et glissement des intérêts culturels. Redistribution des opinions et des jugements, apparition de nouvelles formes dans le discours scientifique, rides tracées pour la première fois sur la face éclairée du savoir. D'une façon plus fondamentale. Et à ce niveau où les connaissances s'enracinent dans leur positivité,
l'événement concerne non pas les objets visés, analysés et expliqués dans la connaissance, non pas même la manière de les connaître ou de les rationaliser, mais le rapport de la représentation à ce qui est donné en elle. Ce qui s'est produit avec Adam Smith, avec les premiers philologues, avec Jusseau, Vic Désir ou Lamarck. C'est un décalage infime, mais absolument essentiel et qui a fait basculer toute la pensée occidentale. La représentation a perdu le pouvoir de fonder. À partir d'elle-même, dans son déploiement propre et par le jeu qui la redouble sur soi. Les liens qui peuvent unir ces divers éléments. Nulle composition, nulle décomposition, nulle analyse en identité et en différence ne peut plus justifier le lien des représentations entre elles. L'ordre, le tableau dans lequel il se spatialise. Le tableau dans lequel il se spatialise. Les voisinages qu'il définit. Les successions qu'il autorise comme autant de parcours possibles entre les points de sa surface ne sont plus en pouvoir de lier entre elles les représentations ou entre eux les éléments de chacune. La condition de ces liens, elle réside désormais à l'extérieur de la représentation. Au-delà, ce sont immédiates visibilités dans une sorte d'arrière-monde plus profonde qu'elle-même est plus épais. Pour rejoindre le point où se nuent les formes visibles des êtres, la structure des vivants, la valeur des richesses, la syntaxe des mots, il faut se diriger vers ce sommet, vers ce point nécessaire mais jamais accessible qui s'enfonce hors de notre regard, vers le corps même des choses. Retirés vers leur essence propre. Ces géants, enfin, dans la force qui les anime, dans l'organisation qui les maintient, dans la genèse qui n'a cessé de les produire, les choses échappant en leur vérité fondamentale à l'espace du tableau, au lieu de n'être rien de plus que la constance qui distribue selon les mêmes formes leur représentation, elle s'enroulant sur elle-même, se donnant un volume propre,
se définissant un espace interne qui, pour notre représentation, est à l'extérieur. C'est à partir de l'architecture qu'elle cache, de la cohésion qui maintient son règne souverain et secret sur chacune de leurs parties. C'est du fond de cette force qui les fait naître et demeure et elle comme immobile mais encore vibrante que les choses par fragments, profils, morceaux et qu'elles viennent se donner bien partiellement à la représentation. De leur inaccessible réserve. Celle-ci ne détache que pièce à pièce des minces éléments dont l'unité reste toujours nouée là-bas. L'espace d'ordre qui servait de lieu commun à la représentation et aux choses, à la visibilité empirique et aux règles essentielles qui unissaient les régularités de la nature et les ressemblances de l'imagination dans le quadrillage des identités et des différences, qui étalait la suite empirique des représentations dans un tableau simultané et permettait de parcourir pas à pas, selon une suite logique, l'ensemble des éléments de la nature rendue contemporaine d'eux-mêmes. Cet espace d'ordre va être désormais rompu. Il y aura les choses avec leur organisation propre, leur secrète nerveur, l'espace qui les articule, le temps qui les produit, et puis la représentation, pure succession temporelle, où elles s'annoncent toujours partiellement à une subjectivité, à une conscience, à l'effort singulier d'une connaissance, à l'individu psychologique qui du fond de sa propre histoire, ou à partir de la tradition qu'on lui a transmise, essaye de savoir. La représentation est envoyée de ne plus pouvoir définir le mode d'être commun aux choses et à la connaissance. L'être même de ce qui est représenté va tomber maintenant hors de la représentation elle-même. Cette proposition, cependant, est imprudente. Elle anticipe, en tout cas, sur une disposition du savoir qui n'est pas encore définitivement établie à la fin du XVIIIe siècle. Il ne faut pas oublier que si Smith, Jussieu et W. Jones se sont servis des notions de travail, d'organisation et du système grammatical, ce n'était point pour sortir de l'espace tabulaire défini par la pensée classique. Ce n'était point pour contourner la visibilité des choses et échapper au jeu
de la représentation se représentant elle-même. C'était seulement pour y instaurer une forme de liaison qui fut à la fois analysable, constante et fondée. Il s'agissait toujours de trouver l'ordre général des identités et des différences, le grand détour qui ira quérir de l'autre côté de la représentation. L'être même de ce qui est représenté n'est pas encore accompli. Seul est déjà instauré le lieu, partir duquel il sera possible. Mais ce lieu figure toujours dans les dispositions intérieures de la représentation. Sans doute, à cette configuration épistémologique ambiguë correspond une dualité philosophique qui en indique le prochain dénouement. La coexistence. À la fin du XVIIIe siècle, de l'idéologie et de la philosophie critique, de Stout, de Tracy et de Kant, partagent dans la forme de deux pensées extérieures l'une à l'autre, mais simultanées, ce que les réflexions scientifiques, elles, maintiennent dans une unité promise à se dissocier bientôt. Chez Destutt ou Girondeau, l'idéologie se donne à la fois commune la seule forme rationnelle et scientifique que la philosophie puisse revêtir et unique fondement philosophique qui puisse être proposé aux sciences en général et à chaque domaine singulier de la connaissance. Science des idées. L'idéologie doit être une connaissance du même type que celle qui se donnant pour objet les êtres de la nature ou les modes de langage ou les lois de la société. Mais dans la mesure même où elle a pour objet les idées, la manière de les exprimer dans des mots et de les lier dans des raisonnements. Elle vaut comme la grammaire et la logique de toute science possible. L'idéologie n'interroge pas le fondement, les limites ou la racine de la représentation. Elle parcourt le domaine des représentations en général. Elle fixe les successions nécessaires qui y apparaissent. Elle définit les liens qui s'y nouent. Elle manifeste les lois de composition
et de décomposition qui pouvant y régner. Elle loge tout savoir dans l'espace des représentations. Et en parcourant cet espace, elle formule le savoir des lois qui l'organisent. Elle est en sens le savoir de tous les savoirs. Mais ce redoublement fondateur ne la fait pas sortir du champ de la représentation. Il a pour fin de rabattre tout savoir sur une représentation à l'immédiateté de laquelle on n'échappe jamais. Vous êtes-vous jamais rendu compte un peu précisément de ce que c'est que penser, de ce que vous éprouvez quand vous pensez, n'importe à quoi? Vous dites-vous, je pense cela. Quand vous avez une opinion, quand vous formez un jugement, effectivement, porter un jugement vrai ou faux est un acte de la pensée. Cet acte consiste à sentir qu'il existe un rapport, une relation. Penser, comme vous voyez, c'est toujours sentir, et ce n'est rien que sentir. Il faut noter cependant qu'en définissant la pensée d'un rapport par la sensation de ce rapport ou, plus brièvement, la pensée en général par la sensation. De tout couvre bien, sans en sortir, le domaine entier de la représentation. Mais il rejoint la frontière ou la sensation comme forme première, absolument simple de la représentation, comme continu minimum de ce qui peut être donné à la pensée, bascule dans l'ordre des conditions physiologiques qui peuvent en rendre compte. Ce qui, lu dans un sens, apparaît comme la généralité la plus mince de la pensée, apparaît déchiffré dans une autre direction, comme le résultat complexe d'une singularité zoologique. On n'a qu'une connaissance incomplète d'un animal si l'on ne connaît pas ses facultés intellectuelles. L'idéologie est une partie de la zoologie, et c'est surtout dans l'homme que cette partie est importante et qu'elle mérite d'être approfondie. L'analyse de la représentation au moment où elle atteint sa plus grande extension touche par son bord le plus extérieur un domaine qui serait à peu près, ou plutôt qui sera, car il n'existe pas encore, celui d'une science naturelle de l'homme.